Ça part d'une souffrance, voilà. Et c'est l'art de, j'appelle ça l'art de vivre en deux temps, parce que le premier temps est toujours de revenir vers la paix, parce que la paix est la fin de toute souffrance. Je ne peux pas assez le répéter finalement. Alors, j'avais mis quelques concepts qui définissent le mal-être finalement. Oui. Et ça, j'ai dit la fois passée aussi, je pense. Les émotions négatives, ce que Spinoza appelle les passions tristes, comme l'angoisse, le chagrin, la colère, la dépression, etc. La déception, le désenchantement, j'y reviendrai un peu plus tard. Oui. Le conflit, le refus, l'opposition, la guerre, comme j'ai dit, toute souffrance est finalement une guerre, un refus, un conflit, pour arriver à cette ligne de base que j'ai appelée la base de paix, la sérénité, l'équanimité, le bottom line, la position de départ. Ça, c'est le premier pas, parce qu'on ne peut pas être dans un bien-être tant qu'on est dans un mal-être, tant qu'on est en guerre, tant qu'on est en conflit. Donc, rétablir la paix, revenir à la paix. Et ceci est vraiment une image que vous pouvez visualiser dans votre conscience, cette ligne, en vous demandant si vous êtes en dessous de la ligne ou au-dessus de la ligne. Tant que vous êtes en dessous, vous êtes en souffrance. Si vous êtes au-dessus, vous êtes dans le bien-être. Et ça, on va en parler aujourd'hui, évidemment. Ça, c'est donc le deuxième temps, le deuxième pas qui est vers un bien-être, vers la création d'un bien-être. Oui. Ceux-ci sont des pas actifs, évidemment. Il faut créer la paix. Il ne faut pas attendre ou espérer ou prier. Il faut créer la paix. Et puis, on peut créer le bien-être. Et le bien-être, je vais y revenir, c'est la sagesse, la compassion, l'enchantement, l'émerveillement, comme on a dit la fois passée, empowerment, la mise en pouvoir, je l'ai traduit par mise en pouvoir parce que je ne trouve pas d'autre expression, et le sens de la vie, le sens d'une vision, d'une mission dans la vie, une direction dans la vie, comme on dit, a noble purpose, une grande cause, comme on dit en français. Oui. Ça, on avait vu la fois passée. Ce que je veux ajouter à ça, c'est, ça j'ai vu la fois passée aussi, que suite à tout événement imprévu, il y a trois réactions, trois directions possibles. Ça, vous vous souvenez, j'ai passé ce schéma. Vous vous souvenez, tout le monde s'en souvient? Oui, oui. Donc, il y a ces trois options. Et j'aime bien cette présentation visuelle parce qu'elle peut s'imprimer dans votre conscience pour vous dire qu'à chaque événement, il y a toujours trois options. Oui. Et ce que je veux ajouter aujourd'hui, c'est entrer un peu plus profondément dans ce que c'est le mal-être psychique, donc la souffrance. Contrairement à un mal-être physique, à une douleur donc, oui, le mal-être psychique est dans l'esprit, n'est pas de nature matérielle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de plaies qui sont des phénomènes matériels dans le corps, mais dans l'esprit, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien de matériel. Oui. La souffrance, chagrin, deuil, appelez ça comme vous voulez, est toujours un conflit intrapsychique dans le psyché, dans l'espace psychique de l'être humain, un conflit entre des cognitions, ça veut dire des idées, incompatibles. Et c'est le conflit
entre ces idées qui est perçue comme une souffrance. Oui, donc, il n'y a rien de matériel, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de rupture, il y a rien de matériel. C'est purement dans la conscience, ça veut dire pas de nature matérielle, c'est immatériel. On ne peut pas le définir plus loin parce qu'on ne sait pas ce que c'est une idée finalement, mais une idée n'est pas matérielle de toute façon. Oui. Donc c'est un conflit immatériel, imaginaire si vous voulez, mais bien réel évidemment. C'est bien réel, mais pas matériel. Oui. Et c'est toujours du genre il y a ou il y avait, ça c'est la première idée, il y a ou il y avait dans le passé ou il y a maintenant quelque chose, ça veut dire je suis conscient de quelque chose et c'est déjà important parce que c'est déjà une idée, une conscience, parce que s'il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos et dont vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas souffrir. Si quelqu'un vous insulte à votre insu, cette insulte ne peut pas vous faire souffrir, sauf si vous en devenez conscient. Et c'est la première idée, sauf si cette insulte arrive dans votre conscience. Oui. Donc la première idée, c'est je suis conscient de quelque chose, il y a ou il y avait, même si c'est dans le passé en tant que tel ne peut pas vous faire souffrir, il y a juste l'idée qui est dans votre conscience maintenant du passé qui peut vous faire souffrir. Et la souffrance, c'est le conflit entre cette idée et la deuxième idée. Et la deuxième idée, c'est ce que je ne veux pas. Je ne le veux pas. Oui. Ce que les gens expriment souvent par la phrase « je ne peux pas accepter ». Oui. Qui en soi, on en a déjà parlé évidemment, qui en soi est absurde parce que ne pas accepter quelque chose qui se produit, c'est absurde en fait. Parce que les choses de la vie ne demandent pas votre permission, ne demandent pas votre acceptation, ils se produisent. Mais vous pouvez vous dire, et de nouveau, c'est une idée, une condition, que je ne peux pas l'accepter. Je refuse d'accepter cette réalité. Et ça, c'est purement dans mon esprit. Oui. Mais c'est ce refus, ce conflit entre deux idées. Il y a quelque chose que je ne veux pas, ou je suis conscient de quelque chose que je ne peux pas accepter. Je me dis que je ne peux pas accepter. En fait, j'accepte toujours, parce que je n'ai pas le choix d'accepter ou non. Mais je peux me dire, c'est pour ça que c'est une idée, c'est purement imaginaire. Il n'y a pas de matérialité ici, hein, c'est purement une idée. Que je ne peux pas accepter, c'est une idée. Oui? Si je dis que je n'accepte pas la pluie, il s'en fout, la réalité s'en fout, mais moi, je crée cette opposition dans ma conscience. Entre il y a, je suis conscient qu'il pleut et je ne peux pas accepter la pluie. Là, je crée une souffrance parce que je crée une opposition entre deux idées, un conflit. Et ce conflit est perçu et c'est dit souvent à propos d'une critique, d'une insulte, d'une séparation, d'une maladie, d'un décès, d'un licenciement, toutes des causes, des réalités qui peuvent se produire dans la réalité et dont je peux me dire que je ne peux pas l'accepter. Si quelqu'un meurt et que je ne l'accepte pas, ça c'est la souffrance. La souffrance n'est pas le décès de cette personne, la souffrance c'est mon refus d'accepter ce décès. Oui? Ou cette séparation, ou cette insulte, ou ce licenciement, ou peu importe. Ce ne sont pas des causes, ce sont des contextes, des circonstances dans lesquelles moi je peux créer de la souffrance. Et j'espère que c'est très clair pour vous.
ce que je viens de dire, j'essaie d'être aussi clair que possible parce que je sais que c'est difficile, évidemment, parce que la difficulté n'est pas tellement de le comprendre, mais que ça va à l'encontre Voilà. de notre intuition qui dit toujours c'est ça qui me fait souffrir. Alors oui, c'est une révolution copernicienne de comprendre que la souffrance prend son origine en moi-même. C'est pas l'événement qui me fait souffrir, c'est moi qui crée la souffrance en refusant ou en me disant que je refuse d'accepter. En fait, je peux pas ne pas accepter, c'est accepter parce que ça se produit. Le seul choix, si on accède à cette sagesse, on comprend que le seul choix, c'est d'accepter avec souffrance ou d'accepter sans souffrance. Mais ne pas accepter n'est pas une option réelle. Je n'ai pas le choix. J'accepte toujours. Mais si je me dis que je n'accepte pas, alors là, j'accepte avec souffrance. Est-ce que je suis clair là? Oui. Ceci, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je répète parce qu'on ne peut jamais le dire assez, en fait. Justement parce que ça va à l'encontre de ce qu'on croit et de ce qu'on nous dit, de ce qu'on entend aussi. Oui. Bon, ça c'est une chose. Il y a quelque chose que je ne veux pas. Mylène a une question, docteur. Oui. Ah oui, je vois sa main. Oui, en effet. Je vous écoute, Mylène. Alors moi, je voulais dire, je comprends très bien tout ça, ce concept, etc. Mais comment agir sur soi pour comment dire, réussir cette acceptation? Oui. Alors, c'est agir par rapport à notre émotionnel, Oui, je suppose. tout à fait, Hein, tout à fait, tout à fait. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est une très bonne question, retenez-la, oui. Mais je vais y arriver un peu plus tard. D'accord? Je voulais juste vous dire aussi, docteur, que c'est très bien que vous répétiez sans cesse, parce que le fait que vous répétiez les choses, parce que vous les dites à un moment donné, c'est pas pour ça qu'elles sont acquises, vous le savez. Oui, d'accord. Le fait de répéter sans cesse, c'est formidable. Moi, en tout cas, ça me va. Je sais très bien, je sais très bien, je sais très bien. Bon, ça c'est un premier cas de figure, une première façon de souffrir, je dirais. La deuxième façon de souffrir est exactement l'opposé, mais c'est du même style, du même genre, je dirais. C'est je veux quelque chose, et je veux quelque chose, ça s'exprime souvent maintenant, j'exige, j'ai droit à, etc. Je veux quelque chose, première idée, oui, vous avez le droit d'exiger et de croire que vous avez droit, mais deuxième idée, nom d'une pipe, je ne l'obtiens pas. Ça veut dire, je suis conscient que je n'obtiens pas. Donc ici aussi, il y a un conflit entre ces deux idées. Je l'exige, je le veux, mais je ne l'obtiens pas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut exiger? Qu'est-ce qu'on croit avoir droit à, comme disent les patients ou les gens souvent maintenant? C'est par exemple la reconnaissance, la justice, une compensation, une punition du coupable. J'exige, j'ai quand même droit à, etc., etc. Mais hélas, on ne l'obtient pas. Souffrance. Ou bien un partenaire, des enfants, le bonheur, j'ai quand même droit au bonheur, j'ai quand même droit à un sens à ma vie, je veux, mais je n'obtiens pas. Deuxième cas de figure de souffrance. Donc, ou bien il y a quelque chose que je ne veux pas, je m'y oppose, je refuse d'accepter, ou bien je veux quelque chose que je n'obtiens pas. Oui. Et ce n'est pas juste, c'est pas honnête, j'ai pas demandé ça, etc. Les gens ont mille façons
de justifier, d'expliquer leur souffrance. Mais c'est toujours ça. Ou bien il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Et vous voyez bien ces deux ingrédients. Il y a quelque chose que je ne veux pas. Ou bien je veux quelque chose qu'il n'y a pas, que je n'obtiens pas. Et ça, c'est le conflit intrapsychique. Ça, c'est la souffrance. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de cicatrice, tout ça, non. Tout ça est matériel. Tout ça, ça vaut pour le corps, mais pas pour l'esprit, pas pour le psychisme. Oui. Et donc, si vous voyez bien ces deux cas de figure qui sont très semblables, qui sont opposés, mais dans le même registre, je dirais, oui. Alors, vous comprenez que l'homme souffre parce qu'il désire. C'est toujours je veux, je désire. C'est notre désir, ce qu'on appelle parfois l'attachement. Dans le bouddhisme, on appelle ça l'attachement. Oui. Le fait qu'on veut et le fait de vouloir, ce désir est propre à la vie, évidemment. Oui. Parce qu'en fin de compte, si on analyse pourquoi on veut parce qu'on veut vivre. C'est le désir de vivre qui nous anime. Oui. Et qui s'articule dans plusieurs choses qu'on veut, qu'on désire, etc. Mais c'est parce qu'on désire qu'on souffre. Oui. Et vous voyez aussi que le comportement humain dont la souffrance est un comportement humain, n'a pas de cause, mais a un but. Oui. Quel est le but? Le but, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Et ça, c'est le but. Il n'y a pas de cause. Comme j'ai dit, c'est pas l'insulte ou la séparation ou la maladie qui est la cause. C'est juste le contexte dans lequel se manifeste mon désir qui n'est pas satisfait. Et ça, c'est la souffrance. Oui? Si on désire rien, quelqu'un qui ne désire rien ne peut pas souffrir. Mais évidemment, il n'y a personne qui ne désire rien. Nous avons tous des désirs, des souhaits, des exigences parfois. Et plus on désire, plus on exige. Et j'espère que vous reconnaissez ce terme maintenant, parce que les gens disent souvent « j'exige, j'ai droit à ». Ben, on peut le croire, mais en fait, c'est un désir, c'est ce qu'on veut. Oui. On veut obtenir quelque chose, reconnaissance, justice, compensation, etc., etc. Oui. Et quand ce n'est pas satisfait, il y a souffrance, en fait. Oui. Le prototype de la souffrance, parce que quand je dis ça, l'homme souffre parce qu'il désire, ça veut dire aussi, ce que ça revient un peu plus tard, mais je peux le dire ici déjà, l'être humain commence à souffrir dès qu'il commence à désirer. On ne désire pas tout le temps. Un tout petit bébé ne désire pas grand-chose, au moins pas consciemment. Il désire vivre, évidemment, mais pas consciemment. Mais un enfant qui commence à désirer consciemment commence aussi à souffrir. Et le prototype de la souffrance, qui est un prototype intéressant, c'est un petit enfant, disons de 3, 4, 5 ans, qui passe avec sa maman aux caisses du Carrefour ou du Delhaize, qui veut un bonbon et ne l'obtient pas. Que fait cet enfant? Il se jette par terre et il hurle. Il souffre donc. Ça, c'est une vraie souffrance. Oui. Ça, c'est le début d'une vie de souffrance. Cet enfant rencontre son désir et le refus, le fait qu'il n'obtient pas son désir, en fait. Ça, c'est la souffrance. Et ce qui est bien dans cet exemple, c'est que vous comprenez ce que je dis ici, qu'il n'y a pas de cause. Quelle est la cause de cette souffrance?
Est-ce que c'est le manque de bonbons? Non, quand même. Mais c'est le fait qu'il désire ce bonbon. Il n'en a pas besoin, mais il le désire quand même. Et le fait qu'il désire et qu'il n'obtient pas, ça c'est la souffrance. C'est pas le fait que ce bonbon, qu'il n'a pas ce bonbon, il n'en a pas besoin, mais il le désire. Oui. Et il crée une souffrance. Et le deuxième aspect qui est important dans cet exemple, c'est pour ça que je le donne toujours aussi, c'est que cet enfant ne dit pas consciemment « je vais souffrir ». Cette souffrance se produit dans cet enfant. C'est pas conscient, mais c'est un phénomène qui se produit en cet enfant et en fait en chacun de nous, qui est instinctif, qui est intuitif, si vous voulez. La souffrance se produit en nous, oui. Et un enfant n'a pas le bagage intellectuel pour comprendre, pour être conscient de ce processus. Un adulte, si. Un adulte peut s'observer, se contempler, faire de l'introspection et comprendre que cette souffrance, elle prend son origine en moi parce que je désire. Oui? Si on comprend que cette souffrance prend son origine en nous et qu'on peut en devenir conscient, là aussi, on peut agir et ça répond déjà un peu à la question que Mylène posait, évidemment, parce que c'est la question que tout le monde se pose, évidemment. C'est en comprenant la logique de la souffrance qu'on peut apprendre à donner une autre réponse, qu'on peut apprendre à utiliser une autre logique, évidemment. Ce qu'un enfant ne peut pas faire, mais un adulte peut le faire. La souffrance est pareille dans cet enfant qui n'obtient pas son bonbon ou dans un adulte qui désire autre chose du monde des adultes et qui n'obtient pas. C'est le même phénomène, c'est la souffrance. C'est la même logique, je dirais. Oui, c'est la logique qui est d'ailleurs admirablement expliquée par le Bouddha dans sa deuxième noble vérité, l'origine de la souffrance. Oui. Bon, d'accord. Donc, on peut dire, entre désir et sagesse, l'homme est un être de désir et de sagesse, d'émotion et de raison. Et là, c'est deux. L'homme adulte, pas l'enfant. L'enfant n'est que désir et n'a pas de sagesse. L'adulte a désir et sagesse. Et c'est par la sagesse qu'on peut comprendre comment on peut faire autrement. Oui. Donc, ça veut dire émotion et raison. Alors, toute souffrance, comme je viens de vous expliquer, je le résume un peu ici, toute souffrance vient d'un désir. Ça veut dire d'une émotion. Toute souffrance peut s'arrêter par la sagesse. Ça veut dire l'acceptation et la paix. La paix, c'est j'accepte. Et l'acceptation, comme j'ai dit pour la paix, d'ailleurs, c'est pareil, ces deux mots sont très proches finalement. Oui. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas la chercher, il ne faut pas la recevoir, personne ne doit vous la donner, il ne faut pas prier, il faut la créer. Et ça, c'est ce que l'homme adulte peut faire par la sagesse, par la compréhension. Il peut dire, je décide d'accepter, ce qu'un enfant ne peut pas faire. Oui, un enfant vit dans la colère. Un adulte peut dire « j'accepte ». Ça, c'est la raison. Oui. L'homme, comme j'ai dit aussi, l'homme découvre la souffrance dès qu'il commence à désirer. Dès que le désir naît dans cet enfant. C'est la prototype de la souffrance, comme je viens de vous expliquer. Le prototype, c'est cet enfant qui n'obtient pas son bonbon et se jette par terre et hurle. Ça, c'est vraiment le prototype de la souffrance. Tous les ingrédients de la souffrance sont réunis dans cet exemple.
La souffrance cesse dès qu'il atteint la sagesse et la paix, et qu'il comprend et accepte, et ça c'est pour le restant de la vie, qu'il va souvent pas obtenir ce qu'il désire. Et ça c'est la sagesse de l'adulte. Vous avez le droit de désirer, mais la sagesse vous dit que souvent, ce que vous désirez, vous n'allez pas l'obtenir. Souvent dans la vie. Et ça, c'est la sagesse qui accepte que la vie ne tourne pas autour de notre désir. La vie n'est pas là pour faire qu'on obtienne toujours ce qu'on veut. Oui, ça c'est ce qu'un bébé fait croire, parce qu'à un bébé, on donne toujours ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Et donc, finalement, de ce monde du bébé, de ce monde de l'enfant, on doit accéder à ce monde de l'adulte où on comprend que bien qu'on désire, on va souvent pas obtenir ce qu'on désire. Et accepter et vivre avec ça, vivre en paix avec ça. Ça, c'est l'art de vivre, finalement. Oui, c'est la sagesse de l'adulte, je dirais. Oui. D'accord? Je vais mettre ce schéma sur la page WhatsApp comme d'habitude. Merci. Alors, je dirais, pour répondre à Mylène aussi, comment faire? Eh bien, je dirais, ne vous plaignez pas, mais répondez. Formulez une réponse au lieu de laisser la souffrance prendre son origine en vous, au lieu de subir la souffrance qui se produit en vous. Formulez une réponse d'adulte. Oui. À des idées, des opinions, des souvenirs, des impressions qui se présentent dans notre conscience, les idées du passé, etc., et ce qu'on ne peut pas éviter. Mais il ne faut pas les combattre ou essayer de ne pas y penser, comme disent les gens souvent. Il faut y penser, mais autrement, avec compassion et sagesse. Et ça, c'est un exercice pour le restant de la vie, évidemment. Oui. À des émotions indésirées. Les émotions, on ne peut pas non plus les combattre, les fuir, les supprimer. Il faut arrêter d'accuser les autres ou de leur donner un pouvoir sur vous. Parce que si vous avez des émotions à propos des autres, vous leur donnez un pouvoir sur vous. Mais changez l'image qui engendre l'émotion indésirée. Comprendre que cette émotion est aussi à vous. Et vous demandez comment ai-je fait pour susciter cette émotion, parce qu'elle est à vous. Elle fait partie de vous. Personne d'autre n'a un pouvoir sur vous. Et ça, de nouveau, c'est une sagesse d'adulte. Oui. Et c'est comprendre l'importance des images, parce que nos émotions sont souvent des réactions à des images. Oui. Nos idées, ça c'est le langage. L'émotion, ça c'est des images. Quand on pense au passé, au traumatisme qu'on a fait, etc., c'est souvent des images aussi. Et on réagit à des images. Et puis, troisième élément, les comportements. Donc, il y a idées, émotions, comportements. Les comportements indésirés ou inappropriés, il faut arrêter les excuses genre « c'est plus fort que moi, je n'y peux rien », etc. Je n'avais pas le choix. Non, en tant qu'adulte, vous avez toujours le choix. Et donc, vous devez toujours assumer la responsabilité de vos actes. Vos actes, c'est l'expression de votre colère ou quoi que ce soit. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur qui est un acte, là, c'est vous aussi.
Personne n'a une télécommande sur vos muscles. Par exemple, des gens qui disent « quand on m'insulte, je vais boire ». Aller boire, c'est un acte dont ils doivent assumer la responsabilité. Vous pouvez boire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire que c'est les autres qui vous font boire. Comme vous ne pouvez pas dire non plus, pour prendre un exemple extrême, que c'est les autres qui vous poussent vers le suicide. Non, le suicide est toujours un acte à vous, dont il faut assumer la responsabilité. Oui, personne d'autre n'a une télécommande sur vous. Les autres peuvent vous rendre la vie très difficile, bien sûr, mais ils ne peuvent pas commander vos muscles, ils ne peuvent pas commander vos actes. Vos actes, ça c'est toujours vous. Et vous savez, les idées qui se présentent dans votre esprit, les idées du passé par exemple, ou les idées qui viennent des autres, les idées, on ne peut pas les contrôler. Là, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais vous pouvez contrôler ou choisir la réponse que vous y donnez. Oui. Même chose pour les émotions. Les émotions peuvent se produire en vous. Oui. Ça, vous n'en êtes pas responsable, mais vous êtes responsable de la réponse que vous donnez à ces émotions. Parce que ça se passe dans votre monde intérieur et personne d'autre n'est responsable de votre monde intérieur. Oui. Vos actes, par contre, là, vous êtes complètement responsable. Oui. En tant qu'adulte, un enfant, non. Quand un enfant se jette par terre et hurle, ça c'est aussi un acte. On ne le tient pas comme responsable parce qu'on comprend que cet enfant n'a pas de conscience qui lui permet de choisir un autre comportement. Cet enfant peut dire et peut croire que c'est à cause du manque de bonbons qu'il souffre et qu'il se jette par terre. Un adulte doit se responsabiliser de ses actes. Oui. Un adulte qui se met en colère, c'est son choix, finalement. Il a la possibilité d'agir autrement. Un enfant, non. Un enfant n'a pas ce choix. C'est pour ça qu'il n'est pas responsable. Oui. Mais il doit devenir un adulte, et devenir adulte veut dire devenir responsable, assumer cette responsabilité, ne plus accuser les autres. Oui. D'accord? Si vous voulez, on peut arrêter ici un moment pour que vous puissiez réfléchir et me faire part de vos réflexions ou de vos idées à propos de ce qu'on vient de dire. J'espère que c'est une réponse aussi à la question que Mylène m'a posée, à laquelle je m'attendais. Évidemment, c'est une question évidente que tout le monde me pose, évidemment. Et c'est la question, finalement, c'est la question comment faire pour devenir adulte. Oui. Parce que le défi, c'est de passer du monde de l'enfant qui n'a pas ce choix vers le monde de l'adulte qui a ce choix. Oui. Le seul problème, c'est que beaucoup d'adultes n'ont pas cette sagesse et non pas parce qu'ils sont bêtes ou méchants ou paresseux, mais parce qu'on ne nous apprend pas, comme je vous ai dit si souvent déjà. Oui. C'est pas que ces gens manquent d'intelligence ou qu'ils sont de mauvaise volonté. Non, c'est parce qu'on ne leur a pas appris. Et ceci sont des enseignements qu'on devait apprendre graduellement aux enfants. Parce que ça, c'est les accompagner à devenir des adultes responsables. Vous comprenez quand même que le mot responsable appartient au monde de l'adulte. On dit un adulte responsable. Un enfant n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette conscience et donc pas cette liberté et donc pas ce choix. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas être responsable. Mais un adulte a ce choix. Et donc, il est responsable. Oui.
D'accord? Oui. Ou pas d'accord? Dites-moi pourquoi. D'accord. Ok. Donc la question était comment passer de l'état de l'enfant vers l'état d'un adulte. Oui, oui. Oui, ça c'est toujours la question. Ça c'est la question de la vie finalement. On part d'un état de l'enfant qui se jette par terre et qui hurle sans avoir le choix, et c'est pour ça qu'on ne tient pas pour responsable. Un adulte qui se jette par terre et qui hurle, on dirait quand même, monsieur, vous exagérez un peu, quoi. Parce qu'un adulte a le choix. Mais bien sûr, beaucoup d'adultes ne se réalisent pas qu'ils ont ce choix. Oui. Je pense que en disant d'accord, j'accepte, c'est bon, beaucoup d'adultes, je pense, qui sont en train de se résigner. Oui, oui. Et vous venez de prononcer un mot de trop. C'est bon, je dis c'est bon. En fait. Oui, en effet. En effet. Il n'est pas nécessaire de dire c'est bon. Vous n'avez même pas besoin d'être d'accord. C'est pas se déclarer d'accord. C'est non, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. Mais j'accepte quand même. Car je n'ai pas le choix. Si vous avez le choix de souffrir. Voilà. Vous avez le choix. Un adulte a toujours le choix. Ou de vous déprimer, hein, ou de vous passer en dépression. Hein. Les trois choix que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein. Un adulte a ses choix. Un enfant, non. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de l'état adulte, de comprendre cette sagesse, quoi. Oui. Un enfant n'a pas le choix. Un adulte a le choix. Parce qu'il comprend la logique. Mylène, est-ce que vous suivez un peu? Oui, oui. Mais quelle est la place du bonheur dans tout ça lorsque... Oui. Là, je vais y revenir. Ah, Ça c'est la suite, le bonheur. Ici, le bonheur, je c'est suis évidemment quand toujours... on obtient ce qu'on désire. Là, Pardon? je dis lorsqu'on obtient ce qu'on Non. désire, le Ça, c'est le bonheur. bonheur... Non. Ça, c'est le bonheur de l'enfant. Ah bon? C'est pas le bonheur de l'adulte. Obtenir ce qu'on désire, c'est le bonheur de l'enfant. Mais pas le bonheur d'un adulte. Mais j'y reviens tout de suite. Je suis toujours ici dans comment arriver, comment créer la paix, finalement. Oui. Quelle est la logique de la souffrance que j'essaie d'expliquer chaque fois un peu plus en détail? Parce que c'est essentiel de comprendre cette logique si on veut s'y extraire en quelque sorte, si on veut ne plus subir cette logique, mais intervenir, oui, changer son propre esprit, ne plus subir la vie, les événements, les autres, mais donner une réponse d'adulte. Obtenir ce qu'on veut, c'est un plaisir. Pour l'adulte aussi, c'est un plaisir, mais ce n'est pas le bonheur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Oui, absolument. Oui. Ah, la petite de Jamila, qui, elle, n'a pas le choix. Oui, elle veut dire bonjour. Je veux venir dire bonjour, on voit pas bien. Tu dis bonjour?
Et si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, Elle se roule par terre. oui, voilà, voilà, exactement. Exactement. Je ne la vois pas. Ce qu'on accepte d'un enfant, parce qu'on comprend qu'un enfant ne comprend pas, mais ce qu'on accepte beaucoup moins d'un adulte, évidemment. Et c'est en fait ce comportement immature, ce comportement d'enfant dans un adulte, qui est la plupart des cas de ce qu'on appelle des problèmes psychiques. Des problèmes psychiques, c'est presque toujours des patterns, des schémas d'enfants qui persistent chez un adulte. Donc, c'est de l'immaturité de l'adulte. L'immaturité, c'est ce qu'à l'époque de Freud, par exemple, on appelait les névroses, comme si c'était des maladies, mais ce ne sont pas des maladies, c'est de l'immaturité. C'est un manque éducatif, c'est un manque de développement, finalement. Ce qu'on appelle maintenant borderline, c'est juste un comportement d'enfant dans un adulte. Ah oui? Oui. Oui, tout à fait. Comme les troubles d'angoisse ou les troubles de colère ou les troubles de contrôle des émotions, ce sont des schémas d'immaturité. Ce sont des comportements d'enfants qui deviennent problématiques chez un adulte. Pourrais-je vous demander, docteur, aurez-vous encore une fois le schéma avec les trois, le choix entre les trois réponses possibles? Vous voulez les revoir? Oui, c'est ça. Si on a Il est le temps. sur la page de... Mais je peux le... Voilà. Voilà. Ah Il oui, est sur la page WhatsApp. Hein? oui, oui, je l'ai sans doute. Oui, Oui, oui. oui, vous devez l'avoir. Oui. D'accord. Et ça, Oui, c'est les oui. trois options. L'option régressive, ça veut dire se rouler par terre, hurler, souffrir. C'est ce qu'on appelle l'option névrotique aussi, c'est ce que je vous disais. Hein. Les névroses, ce qu'on appelait à l'époque des névroses, ce ne sont pas des maladies, ce sont des schémas d'immaturité, des schémas d'enfant dans un adulte. Quelqu'un qui se hurle par terre et qui crie, ben, il se comporte comme un enfant. Il montre qu'il n'a pas appris un comportement d'adulte. C'est pas qu'il n'en est pas capable, hein, mais il n'a pas appris, il n'a pas développé. On l'a fait croire que la souffrance, c'est normal, comme on fait croire à beaucoup de gens. Et dans notre société, on dit la souffrance, c'est quand même normal. Parce que tout le monde est vulnérable, etc., etc. Non, on n'est pas vulnérable. Dans l'esprit, votre esprit n'est pas vulnérable. Le corps est vulnérable. Dans le corps, il y a des plaies et des blessures, c'est sûr, mais pas dans l'esprit. Et puis, il y a l'option dépressive, c'est dire je ne joue plus, je me retire. C'est plus la peine. Et puis, il y a l'option d'adulte, l'option progressive, c'est la sagesse, la créativité. Mais vous avez ce schéma, hein? Ouais, je l'ai. Non, non, c'est bon. Oui, oui, d'accord, Bien. d'accord. Qu'est-ce que vous entendez par créativité, docteur? Créativité, c'est, vous savez, exercer sa fonction de réfléchir, de penser, de développer, de créer vraiment des solutions à des problèmes. Les problèmes se produisent dans chaque vie et de se dire comment vais-je réagir ici, plutôt que de réagir automatiquement par se rouler par terre par la souffrance. Mais dire comment vais-je réagir ici comme un adulte, en paix, avec compassion, avec sagesse. Et ça demande de la réflexion, en effet.
Oui, souffrir, c'est facile. Tout le monde peut souffrir. Ne pas souffrir, réagir sans souffrir, ça c'est moins facile. Oh oui. Oui. Et ça exige donc qu'on réfléchisse, qu'on se responsabilise, qu'on dise quelle est la réponse que moi je vais donner ici. Quelle serait une réponse d'adulte, de dignité, de sagesse, de compassion que je veux donner ici. Plutôt que de tomber, c'est pour ça que je fais la régression, de tomber dans un schéma d'enfant, de souffrir, de me rouler par terre. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Si vous comprenez ce que je vous dis maintenant, si vous comprenez cette approche, vous êtes capable de le faire. Si vous ne comprenez pas, vous n'en êtes pas capable. Un enfant n'est pas capable. Parce que je ne peux pas donner ces explications à un enfant. Mais à un adulte, et quand je vois, quand j'entends que vous comprenez, que vous voyez la logique, vous êtes capable. Et ça demande juste votre motivation, votre désir, et ça aussi c'est un désir, le désir de ne pas vous comporter comme un enfant. Et ça c'est le vrai plaisir, le vrai bonheur en quelque sorte, le bonheur de l'adulte dont parlait Mylène, et c'est une réponse. Le bonheur n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais le bonheur c'est de se comporter avec dignité comme un adulte, d'avoir un comportement, une réponse dont on peut être fier. Parce que se rouler par terre, c'est quand même pas un comportement dont on peut être fier. On peut trouver ça normal ou inévitable, mais on ne peut pas en être fier. On est fier quand on se montre plus grand, plus adulte, plus mature. Docteur, vous venez de dire le bonheur n'est pas d'obtenir ce qu'on désire, mais le bonheur est de se comporter en dignité. Oui, oui. C'est suffisant pour être heureux. Enfin, le bonheur égale à se comporter en dignité. Non, j'y reviens. Je viens au bonheur un peu plus tard. Mais c'est quand même un des aspects du bonheur. C'est un bonheur d'adulte. C'est un bonheur, je ne dis pas que c'est le bonheur, mais c'est un bonheur pour l'adulte oui, d'accord. d'être fier de ce qu'il fait. Ah oui, ok. Oui, c'est ce que je dis souvent aux gens aussi dans des comportements d'addiction finalement, hein, qui sont des comportements d'enfants aussi. Oui. D'accord. Personne ne laisse tomber un plaisir, et obtenir ce qu'on veut, c'est un plaisir. C'est le plaisir de l'enfant. C'est le bonheur de l'enfant. Mais ce n'est pas le bonheur de l'adulte. Pour l'adulte, c'est toujours un plaisir. Mais le bonheur, c'est un des aspects du bonheur, c'est d'être fier de son comportement, de pouvoir se dire j'ai bien agi, j'ai agi en tant qu'adulte avec maturité, avec sérénité, avec dignité. Ça, c'est le bonheur ou un aspect du bonheur de l'adulte, finalement. Oui. Et vous savez, ça se montre clairement dans l'addiction. La plupart des gens dans un comportement d'addiction, que ce soit l'alcool ou les cigarettes ou autre chose, oui, savent quelque part que c'est un comportement d'enfant dont souvent ils ont secrètement honte. Ils en ont honte. Et on ne peut pas être heureux quand on a honte de son comportement. Et c'est ce que je dis souvent aux gens aussi. Ça, c'est la vraie motivation, c'est le désir de ne plus avoir honte de se comporter comme un adulte, en dignité. Et donc, d'arrêter cette addiction, que ce soit l'alcool ou les cigarettes ou autre chose, et d'en être fier, de se féliciter
Ça veut dire se donner la félicité. J'aime beaucoup ce mot parce que ça veut dire se donner de la félicité. Être fier, être content de la décision qu'on a prise. Et donc ça aussi, c'est un désir, mais c'est un désir d'adulte, un désir de maturité, un désir de dignité. Et donc finalement, il y a là, dans l'addiction, je dis toujours, parce que les gens pensent souvent que c'est le plaisir vis-à-vis ou versus la privation, la difficulté. Je dis non, le choix n'est pas entre plaisir et difficulté. Le choix est entre deux plaisirs. Le plaisir d'enfant, de consommer, d'obtenir ce qu'on veut, ou le plaisir d'adulte, d'être fier de ce qu'on a fait, de sa décision, de sa dignité, de ne plus avoir honte. C'est un choix entre deux plaisirs, entre deux désirs. Et enfin, ça c'est un autre chapitre évidemment, mais vous voyez bien comment ces concepts peuvent servir, peuvent être utiles pour comprendre la vie, pour comprendre beaucoup de comportements humains. Ouais. D'accord? Oui, oui, merci. D'accord? C'est clair pour tout le monde, il n'y a plus de questions? Oui, c'est clair. Alors, je vais un peu plus loin alors. Oui, donc je vais, à partir d'ici, il y a le temps 2, évidemment. Oui, la création de bien-être. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi parce que les mots sont ici, mais je vais y revenir. Oui. Donc, à partir de ça, il est important de comprendre on ne peut pas être en bien-être tant qu'on est en souffrance. C'est clair. Et donc, arrêter la souffrance pour arriver à la paix est toujours le premier pas. Le deuxième pas, évidemment, c'est maintenant que je suis en paix, ça c'est ma position de départ, comment est-ce que je peux construire le bien-être? Oui. Et je vous conseille vraiment cette image parce que les images s'impriment dans notre conscience et sont fortes, évidemment. Oui. De visualiser cette ligne et de vous demander est-ce que je suis en dessous ou au-dessus de cette ligne. Oui. Bon, je l'ai dit suffisamment maintenant. Donc, j'avance un peu ici, tout ce qu'on a vu, et voilà, le bien-être. Et je vous décris, ça je l'ai déjà fait, mais je vais y revenir pour l'explorer un peu plus en profondeur. Je décris le bien-être en 3 valeurs. Oui, 3 valeurs qui sont comme 3 ingrédients. Les ingrédients comme les ingrédients d'un pain. On va faire un pain en utilisant certains ingrédients. Et le premier ingrédient, je l'ai déjà nommé, c'est l'enchantement. L'enchantement ou cet autre mot merveilleux qui est l'émerveillement. Que je trouve un mot vraiment merveilleux parce que ça veut dire s'éveiller, devenir conscient du merveille. L'enchantement, oui, le chant, c'est un sort positif, c'est comme, oui, c'est un chant, c'est l'émerveillement, c'est la capacité, c'est une valeur, ça veut dire une valeur, une vertu, si vous voulez, à développer votre capacité d'être enchanté par la vie, par le monde, par les gens,
par la science, par la poésie, par l'art, par la politique, n'importe quoi, de trouver de vous ouvrir, je dirais, oui, parce qu'il y a plein de raisons d'être enchanté, d'être émerveillé par la vie, mais il faut aussi ouvrir. Oui. La nature est la plus facile. Quand on va se promener dans la nature ou qu'on fait une promenade en Toscane en voiture, c'est ce qu'il y a de plus facile, ou en Suisse ou en Afrique du Sud ou n'importe où. La nature est vraiment le merveille, je dirais. Et si on s'y ouvre, on voit le merveille, le miracle. La vie est un miracle, la vie des animaux, comme on peut le voir sur Arte, très souvent à la télévision. Il faut même plus se déplacer, on peut le voir si souvent. Le miracle de la vie, dont on fait partie. C'est la vie en nous aussi. Et là aussi, on peut s'y émerveiller. Notre faculté d'être conscient, par exemple, de prendre conscience. Notre faculté de devenir conscient qu'on peut gérer notre conscience, qu'on peut gérer notre vie. C'est merveilleux. Oui. On n'est pas émerveillé parce qu'on trouve ça normal. Eh bien, c'est revenir et dire ce n'est pas si normal, c'est exceptionnel. Dans le monde du vivant, la plupart des êtres vivants ne sont pas conscients. Nous, on est conscients. Et la conscience même, la capacité de comprendre est merveilleux, est un miracle. S'émerveiller d'être en bonne santé, par exemple. Tout à fait. S'émerveiller chaque jour. Oui, 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 mais aussi s'émerveiller que l'être humain peut, par exemple, se parler. La langue est un merveille, est un miracle. Il n'y a aucun animal qui a une langue. Ils peuvent communiquer par des signes, mais c'est très difficile. Mais nous, on a une langue avec des millions de mots, de façons de dire. C'est merveilleux. Ça permet la poésie, par exemple, aussi. Oui. Et c'est merveilleux. L'imagination, ce qu'on peut faire dans son imagination, c'est merveilleux. Oui. Donc, premier ingrédient, et ça, on peut s'y appliquer, on peut développer cette façon d'être, cette façon de voir les choses. C'est une valeur. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir, c'est pas un désir qu'on peut obtenir, c'est une valeur, ça veut dire une direction qu'on peut développer, une vertu. C'est pas une chose qu'on peut obtenir, c'est pas un bonbon, c'est une façon d'être. Oui. Le deuxième ingrédient, on l'a déjà dit aussi, c'est le sens de la vie. C'est pour ça que ces deux se chevauchent, évidemment, parce que le sens de la vie est aussi source d'enchantement. Si on s'intéresse au sens de la vie en soi est une source d'enchantement. La vie tout court, la vie des bactéries, la vie des plantes, la vie des animaux, la vie de l'homme. La vie est une source d'enchantement, d'émerveillement. Donner un sens, voir un sens à la vie. Oui. Consacrer sa vie, la possibilité qu'on a de consacrer sa vie, de donner sa vie, de mettre sa vie à la lumière d'une valeur, d'une grande cause, de noble purpose, comme on dit en anglais. Oui. De consacrer sa vie, de contribuer à quelque chose de bien. C'est merveilleux, oui, qu'on a cette faculté. Et le troisième ingrédient que j'ai aussi déjà nommé, c'est ce que j'ai appelé en anglais le empowerment, parce que je ne trouve pas de bon mot en français, qu'on pourrait traduire, si vous voulez, par mise en pouvoir. C'est le sens du pouvoir qu'on a. C'est le sens de « je peux ». Par exemple, je peux se réaliser, ce qu'on a fait dans ces conférences finalement. Je peux arrêter de souffrir.
parce que j'ai ce pouvoir. Je peux accéder au bien-être parce que j'ai ce pouvoir. Oui, je peux. Oui. Et vous savez, ça aussi, c'est pas une chose qu'on peut obtenir. Ça, c'est un plaisir. Les choses qu'on peut obtenir, comme une voiture ou une maison même, sont des choses qu'on peut obtenir. Ce sont des plaisirs, mais c'est pas le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment ce qu'on peut construire avec ces trois valeurs qui sont pas des choses qu'on peut obtenir, mais des vertus, des qualités, si vous voulez, qu'on peut développer, des façons d'être. Ce sont des dimensions existentielles qu'on peut développer. Et je dirais, et ça c'est un sens, une façon très pratique de se servir de ce schéma. Si vous cherchez à augmenter le bien-être dans votre vie, je dirais, essayez d'augmenter ou appliquez-vous à augmenter une de ces trois valeurs. Ou bien l'enchantement, ou bien le sens de la vie, the sense of purpose, ou bien l'empowerment. Oui. Et ça vous donne une recette très, très simple, avec trois ingrédients que vous pouvez développer, augmenter. Et là où ces trois viennent ensemble, il y a le bien-être, évidemment. Oui. D'accord? Je vais mettre ça en perspective. Ce sera encore plus clair. Donc ça, c'est le bien-être. Ce sera encore plus clair si je renverse ces trois valeurs. Alors vous allez comprendre tout de suite. Si vous pensez à une vie qui serait construite sur les ingrédients, pas d'enchantement, mais de désenchantement. Le désenchantement, c'est rien n'est beau dans la vie, rien ne vaut la peine. Je vois pas de beauté. Il n'y a que la banalité. Oui. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, la vie n'a pas de sens. Absence de sens de la vie. La vie n'a pas de sens. Donc aussi, ma vie n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Oui. Et en plus, empowerment par disempowerment. Le disempowerment, ça veut dire je n'y peux rien. Ça m'est arrivé, je subis, je suis une pauvre victime. L'apitoiement sur soi-même, l'auto-apitoiement. Oui. Une vie qui consiste de ces trois ingrédients, ce qu'on voit souvent chez beaucoup d'adultes. Mais ça, c'est une vie, quand ces trois se rencontrent, c'est pas le bien-être, c'est le mal-être, et c'est même, je dirais, la dépression. Ce sont des ingrédients de la dépression. Chaque personne qui est déclarée en dépression ou qui se déclare lui-même en dépression, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent maintenant, se disent dans la vie, il n'y a rien d'intéressant, rien ne m'intéresse. Désenchantement, désillusionnement, déception. Oui. Aucun sens de la vie. La vie ne sert à rien. C'est absurde, c'est futile, ça n'a pas de sens. Et le disempowerment, ça veut dire je n'y peux rien. Je suis, on dit le sentiment d'impuissance, mais c'est pas un sentiment, l'impuissance. C'est un jugement. C'est aussi une cognition. On juge, on évalue que la vie ne vaut pas la peine, qu'il n'y a pas de sens et que je n'y peux rien. C'est un jugement. C'est pas un sentiment. C'est pas un ressenti. C'est une idée, une évaluation. Oui. Et si vous comprenez, ça c'est, si vous voulez, la logique du mal-être, la logique de, dans ce cas de figure, la logique de la dépression. Toute dépression, c'est ça.
Oui. Et j'attire votre attention vraiment sur le fait, j'essaie de vous faire comprendre que ce ne sont pas, parce que ça aussi c'est ce que pensent les gens souvent, ce ne sont pas des conséquences de la dépression. C'est pas je suis désenchanté parce que je suis en dépression. C'est pas des symptômes, c'est pas des conséquences de la dépression. Non, c'est la dépression même. Quand vous vivez avec ces valeurs, quand votre vie consiste et construit avec ces valeurs, ça c'est la dépression. La dépression n'est pas une maladie qui a ça comme conséquence. Non, la dépression, c'est un état d'âme, c'est pas une maladie, c'est un état d'âme qui est suite à ces ingrédients, à ces croyances finalement. Si vous croyez que la vie ne vaut pas la peine, qu'il n'y a aucun, que vous êtes dans le désenchantement, la déception, le désillusionnement, l'absence de sens de la vie, le désempowerment, eh bien ça c'est la dépression. Ça c'est la dépression. Oui. Et donc Ouais. vous voyez bien que c'est exactement l'opposé du bonheur en fait. Oui. Si je les change de nouveau en empowerment, sens de la vie, et enchantment, enchantement, ben ça c'est la délivrance de la dépression. Et donc la solution, si vous voulez, ou le traitement de la dépression, c'est pas les antidépresseurs, c'est cultiver le sens de ces valeurs, de ces ingrédients, de l'enchantement, de l'émerveillement, de la puissance, si vous êtes capable, si vous pouvez faire des choses, et vous êtes même le seul de pouvoir faire des choses, parce que votre esprit vous appartient, votre espace psychique vous appartient, vos émotions sont à vous, vous appartiennent. Et le sens de la vie, c'est votre construction. Oui. Si vous augmentez, si vous améliorez, si vous développez ces ingrédients de la vie, ben vous sortez de la dépression et vous arrivez vers le bonheur. Je dirais pas, évidemment, je dis pas que c'est facile, hein. C'est facile à comprendre et ça c'est le premier pas. Le premier pas, c'est de comprendre cette logique. La logique du bonheur comme la logique de la dépression, comme symbole de la souffrance, je dirais. Oui. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour un adulte, de comprendre cette logique, aussi bien du bonheur que du bien-être, que du mal-être. Parce que c'est là qu'on devient capable d'intervenir. Oui. C'est quand on ne comprend pas cette logique, quand on croit que ce sont des maladies qui nous tombent dessus, qu'il y a des défauts, des problèmes dans notre cerveau, etc., qu'on arrive dans l'impuissance, dans la dépendance finalement, comme c'est souvent le cas pour beaucoup d'adultes qui n'ont juste pas appris cette sagesse. C'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup, évidemment. Pourrais-je vous poser une question, Dr. Bach? Oui, bien sûr. Je vois que vous avez levé la main, donc vous avez droit à la parole. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi, je suis d'accord. Moi non plus, moi, je pense que tout ce qu'on peut faire avec comment dire, la bonne gestion, entre guillemets, de son propre esprit ou de son propre espace émotionnel, voilà, est préférable aux médicaments Oui, bien sûr. antidépresseurs. Tout à fait. Par contre, il y a pas mal de personnes qui vous répondriez là-dessus que voilà, la dépression, c'est une maladie, c'est physique. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Vous leur répondriez quoi? Eh ben, que vous voyez bien le résultat de cette approche. Vous voyez bien les gens qui sont traités, soi-disant, d'une manière médicale pour la dépression, qui est soi-disant une maladie, et vous voyez bien que c'est sans fin.
Je vois tant de gens, et vous aussi sans doute, qui prennent des antidépresseurs, qui ont été hospitalisés plusieurs fois pendant des mois, et ça traîne et ça dure et ça se résout pas. Alors que J'ai ici, deux amis qui font ça pour l'instant et qui me disent que ça aide quand même. Tant pardon, qu'ils prennent, elles vont mieux. oui, c'est Deux ça, c'est ça. personnes. Ils vont mieux, ils souffrent moins. Mais je n'en connais pas qui sont dans le bonheur. Hmm. Mais c'est vrai, on souffre moins parce que ça estompe un peu la souffrance la plus grave, je dirais. Donc ça aide, c'est vrai. Scientifiquement, il est démontré que ça aide, mais pas plus qu'un placebo. Ah, sérieux? Ce qui explique que avant je disais ça ne marche pas, mais c'est pas vrai, ça marche, mais pas mieux qu'un placebo. Parce qu'un placebo, ça marche aussi. Ouais, je Mais la vois. pratique clinique montre bien que on peut pas ramener les gens à un bien-être. Je connais personne qui est heureux avec les antidépresseurs. Il est vrai, il y a des gens qui disent qu'ils vont mieux, mais aller mieux, c'est pas je suis heureux, quoi. J'ai une amie qui me dit ça va mieux, elle est moins Oui, on est tendue, moins, oui, oui, moins tense, moins oui, oui, c'est vrai. tendue, voilà, Oui, 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 c'est vrai. moins agressive, moins Mais névrotique. oui, c'est vrai. Mais pas mieux qu'avec un placebo. Et ça, c'est démontré dans des études. Hein. Un placebo, ça fonctionne aussi, hein, comme vous savez. Hein. Ouais. D'accord. Donc, ça marche, mais pas mieux qu'un placebo. Ok. Donc, je ne vais pas dire que ça marche pas. Non, ça marche, mais pas mieux qu'un placebo. Ah, Et en plus, je vois pas de gens qui sont dans un bien-être, quoi. Des gens qui sortent de l'hôpital pendant de la ramée ou d'autres pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et je demande souvent aux gens, est-ce que ça vous a aidé? Et souvent, les gens me disent non. 3 mois, 6 mois, 9 mois, non. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a tué le temps. On s'est amusé à bricoler, à faire des promenades, mais rien n'a changé. C'est vraiment désolant, quoi. mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un élément de chimie, Non, de chimie non, dans le cerveau? non, non. Enfin, la réponse courte, c'est non. La réponse un peu plus longue, c'est évidemment, oui, je connais bien ce récit scientifique, évidemment, oui, que c'est la chimie. Mais alors, je vous dirais, et je vous pose le défi comme question, qu'est-ce qui détermine votre chimie alors? Est-ce que quelqu'un a une commande à distance sur votre chimie ou quoi? C'est un grand malentendu. Et c'est pour ça, je l'ai dit aussi, je pense, on ne peut pas comprendre l'être humain avec la logique des choses. Et la science, c'est la logique des choses, c'est la logique de la matière. Mais c'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'être humain n'est pas, du moins l'esprit humain n'est pas de la matière. On n'a pas de science de la conscience, on n'a pas de science de l'esprit, de l'âme, on n'a pas de science du comportement humain. Vous voyez bien aussi le traitement des addictions. Combien de temps ça prend? C'est sans fin. Et donc, cette approche scientifique, aussi normale qu'il puisse paraître et aussi séduisant, parce que la science a beaucoup de succès, évidemment, et il est normal, je comprends très bien, qu'on essaie aussi d'appliquer des concepts scientifiques sur l'être humain et sur le comportement humain. Seulement, c'est un échec total. On ne peut pas comprendre l'être humain. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et c'est important, j'ai dit
la souffrance n'a pas de cause, mais a un but. Alors que la science parle toujours de cause. Et les choses, la matière, a des causes. La matière, les choses inanimées, ont des causes et suivent les lois de la nature. Mais l'être humain ne suit pas les lois de la nature, il fait des choix. Et ce choix, cette liberté, on ne peut pas la comprendre. On n'a pas de science de l'être humain. Docteur Louis a une question, je pense. En effet, je vois. Oui, c'était plutôt Ça ne m'avait pas échappé, mais j'étais encore en train de parler. par rapport à ce qui m'est arrivé aussi avec les crises paranoïaques liées au stress post-traumatique. Pardon, vous voulez bien? Je vous entends pas très bien. Je disais, c'est lié aux crises paranoïaques que je faisais avec le stress post-traumatique. Oui, Et ça m'est tombé dessus sans que je puisse rien faire. oui, Et là, en parlant avec ma psychologue, tu es d'accord qu'il y avait une modification, une altération de la chimie qui s'est produite à ce moment-là. oui, Parce que je ne réagissais plus de manière conventionnelle, oui, oui, oui. ce qui m'échappait totalement. Donc ça peut arriver des résurgences comme ça, comme vous dites, Mais on peut comprendre la chimie humaine et ce sont des résurgences qui peuvent arriver à certains moments et même en étant adulte, on n'est pas à l'abri d'une régression ou ce genre de choses-là. vous savez, Louis, tout ce qu'on fait a un effet sur notre biochimie, sur notre neurophysiologie, sur notre neurochimie, si vous voulez. Oui. Mais la neurochimie n'est pas la cause. Vous savez, chercher à comprendre le comportement humain par la biochimie du cerveau, c'est comme essayer de comprendre une danse en étudiant les muscles. Ah, waouh, j'adore ça. Oui, on est d'accord, Louis, je suis d'accord. Hein? En dansant, ce sont vos muscles qui travaillent. Donc, il y a un lien avec vos muscles, c'est clair. Mais si vous ne savez pas danser le tango, est-ce que la cause est dans vos muscles? Dans l'apprentissage. Exactement. Exactement. Une danse, ce n'est pas vos muscles, c'est ce que vous faites avec vos muscles. De la même manière, un comportement humain, c'est pas le cerveau, c'est ce qu'on fait avec son cerveau. Oui, il y a des émotions qui peuvent être puissantes aussi, comme en parlant de la peur et la paranoïa. Oui, si vous ne comprenez pas les émotions, ce que vous dites me montre que vous vous considérez comme une victime de vos émotions. Ça m'est arrivé, oui. C'est que vous n'avez pas compris la logique de vos émotions. Oui. Et... Ça vous est arrivé parce que vous n'avez pas compris la logique de vos émotions. Je ne conteste pas que ça vous est arrivé, hein. Mais vous n'avez pas su, à ce moment, vous n'aviez pas la sagesse parce qu'on ne vous a pas appris et parce que vous êtes tombé entre les mains de médecins, sans doute, qui vous ont dit que c'est à cause de la neurochimie, etc. Et je sais très bien, je connais par cœur, ça c'est la réponse de la médecine. Mais la médecine ne peut pas expliquer votre comportement. Non, mais il y a eu des actes odieux qui ont... Oui, sans doute. Oui, sans doute. Ma psychologie. Oui. Oui. Donc, il y a un impact quand même qui se fait, qui se joue. Ça, c'est quand vous vous considérez comme victime de vos neurotransmetteurs ou de vos émotions. Ça, c'est le récit scientifique, je le connais très bien, vous savez, mais qui mène à une impasse. Il y en a aussi qui disent, oui, une rupture de relation, c'est normal que vous souffrez, etc., parce qu'il y a des neurotransmetteurs, etc. J'ai encore lu un article l'autre jour, ce que ça fait dans le cerveau.
Oui, mais ça c'est comme vous dire, je ne vais pas le dire d'une façon plus claire ou plus explicite, ça c'est essayer d'expliquer un tango en étudiant les muscles. Et il y a bien sûr un lien, les muscles c'est le support matériel, comme le cerveau est le support matériel. Mais quand ça c'est un peu, vous savez, les enfants jouent parfois à ce jeu, oui. Ils disent, ils donnent un gifle une gifle l'un à l'autre et ils disent « Oh pardon, je n'y pouvais rien, c'était mes muscles ». Les enfants s'amusent à ça. Mais un adulte comprend que ce ne sont pas vos muscles qui vont donner une gifle à quelqu'un d'autre, c'est votre choix, c'est votre désir qui anime vos muscles. Et de la même manière, notre choix anime nos neurotransmetteurs et met notre cerveau en route. Notre cerveau écoute, comme le corps d'ailleurs, le corps écoute notre âme. Mais était-ce mon choix, était-ce vraiment mon choix aussi? Je ne dis pas que c'était votre choix conscient, hein? Ça je ne dis pas. Mais c'est votre choix maintenant de croire ce que vous voulez, ce que vous pensez être le bon récit, évidemment. Vous pouvez vous considérer comme victime ou vous pouvez vous dire, maintenant que vous connaissez la logique, vous avez un choix. Vous savez, la plupart des gens qui souffrent parce qu'ils ont rencontré des événements malencontreux, et il y en a beaucoup évidemment, la plupart des gens disent comme vous, ça m'est tombé dessus, je n'ai pas demandé ça, et suite à ça, je suis tombé en dépression. Ça, on peut entendre 10 fois par jour si on veut. Mais non, on n'est pas tombé en dépression. On a oublié ou on n'a plus vu, on n'a plus compris que on n'a plus été dans l'enchantement, dans l'empowerment et dans le sens de la vie. On ne tombe pas dans une dépression. C'est pourtant ce que les gens disent, et c'est pas seulement les gens, mais pas mal de thérapeutes et surtout le monde médical aussi. Hein. Et donc, maintenant que vous avez appris tout ça, je comprends que pour vous aussi, c'est un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez croire maintenant? Et ça, je comprends très bien, hein, parce que vous avez fondamentalement, il y a deux récits. Il y a le récit que je vous tiens, qui est le récit existentiel, je dirais, le récit philosophique, et il y a le récit scientifique. Et vous devez faire un choix. Et vous êtes, comme disait Sartre, condamné à être libre. Donc vous ne pouvez pas ne pas faire de choix. Si avec un problème de vie quelconque, que vous appelez ça traumatisme ou non, vous avez rencontré un événement et que vous vous adressez au monde médical, vous allez recevoir la réponse du monde médical. Ils vont dire, oui monsieur, vous souffrez de stress post-traumatique ou stress complexe post-traumatique ou encore d'autres dénominations. Et voilà les médicaments qui vont vous traiter. Avez-vous dit, docteur, que nos pensées, donc le contenu de nos pensées, anime, voire influence l'activité de nos neurotransmetteurs? Mais tout à fait, tout à fait. Si vous savez, on arrive toujours avec des scans du cerveau maintenant. Si vous jouez le violon, si vous apprenez à jouer le violon, on trouve des différences dans votre cerveau aussi. Hein. Ce que vous faites laisse des traces, laisse des empreintes dans votre cerveau. Wow. En fait, votre discours est parfaitement scientifique aussi. Là, vous venez de dire que ce n'est que philosophique, quoi que ce soit. Non, c'est égal, c'est aussi scientifique. C'est aussi scientifique. Je tiens compte, évidemment, des découvertes de la science qui sont réelles, mais je vois aussi où la science s'arrête parce qu'elle peut pas aller plus loin. Notamment tout ce qui est libre. Vous savez, je vais vous donner
un exemple clair. Si je tiens en main une pierre, vous m'écoutez? Oui, tout à fait. Si je tiens en main une pierre ou un autre objet, oui, n'importe quel objet, voilà, un objet. Si je lâche cet objet, je suis sûr, je peux prédire que cet objet va tomber. Parce que cet objet n'a aucun choix, aucune liberté. Aucune liberté, ça veut dire que cet objet subit, est victime de, si vous voulez, les lois de la physique. C'est la science. Je peux scientifiquement prédire, calculer où cet objet va tomber, avec quelle vitesse, avec quelle énergie, je peux tout calculer et prédire, parce que cet objet n'a aucun choix. Si je tiens un oiseau en main et que je lâche cet oiseau, est-ce que je peux prédire ce qui va arriver? Non. Non. Cet oiseau peut tomber, mais il peut aussi s'envoler. Et ça, je ne peux pas prédire. Donc, j'ai déjà plus de science parce que je ne peux plus prédire. Parce que cet oiseau a une certaine liberté. Pas toute liberté, mais une certaine liberté. Une certaine liberté, ça veut dire un certain choix. Si je prends un être humain et que je le lâche, cet être humain a encore plus de liberté, plus de choix possibles. Et donc, je ne peux rien prédire. Donc, chez aucune science, la science, c'est essentiellement ce qui est prédictible. Et le drame de cette époque, je dirais, c'est un peu cette dominance de la science. Je ne suis pas du tout contre la science, je suis un grand admirateur de la science. Mais heureusement, je suis aussi philosophe et je vois où la science, jusqu'où la science peut aller et là où elle ne peut plus aller. Et la science ne peut plus aller dans le comportement humain. Et on voit les échecs crèvent les yeux, finalement. Oui. Il n'y a pas de traitement scientifique d'un comportement humain. Parce que l'être humain a un choix. Ce qui m'a vraiment frappé là, je l'ai écrit et je l'ai souligné en fluo, et c'est la phrase suivante. Donc, le contenu de nos pensées peut agir ou va agir sur la chimie de nos cerveaux. Est-ce que c'est juste? Oui. Oui. Et si cela est vrai, et sinon on peut influencer le contenu de nos pensées, hein, avec les outils que vous nous avez donnés la fois dernière, donc penser, enfin, voilà. Tout à fait. Choisir ses propres pensées. J'y crois totalement, en tout cas. Tout à fait. Voilà, alors là, nous-mêmes pouvons donc agir sur la chimie de nos propres cerveaux. Mais bien sûr, comme vous agissez sur vos muscles, comment vous faites pour monter un escalier? Comment vous faites? Vous formulez l'intention, vous vous dites « je vais », et puis vous comptez sur vos muscles parce que vous ne savez pas comment faire pour stimuler tous vos muscles et tous vos nerfs dans le bon ordre. Vous ne savez pas. Vous faites confiance. Et si vous montez souvent des escaliers, vous allez avoir des muscles plus épais. Et donc, vous avez un effet sur vos muscles. Comme quelqu'un qui danse beaucoup de tango, il va avoir un effet sur ses muscles. Eh bien, de la même manière, c'est comme ça qu'on développe des habitudes. Des habitudes, c'est des chemins, des voies dans le cerveau qui se développent parce qu'on les utilise souvent. De la même manière qu'on apprend à jouer le violon ou le piano, on apprend à se servir de ses muscles.
Et de la même manière, on apprend à se servir de son cerveau et de ses neurotransmetteurs, sans qu'on comprenne en détail comment on fait. On fait juste confiance. Mylène, est-ce que vous avez une question? Parce que vous avez la main levée toujours. Non, non, je suis en train d'intégrer toutes les choses hyper intéressantes que vous êtes en train de nous enseigner. Je sais, je me rends compte évidemment, je suis conscient que je bouscule beaucoup d'idées reçues que vous avez. Oh oui. Et c'est pour ça que j'essaie d'être hyper, super clair. L'argument le plus, un des arguments très probants, je dirais presque le plus probant, c'est carrément l'échec de beaucoup de traitements soi-disant scientifiques, médicaux. Des gens en dépression qui sont sous traitement pendant des années. Alors que si les gens comprennent la logique, vous savez, je vois souvent souvent, oui, quand même, des patients, surtout des jeunes bien éduqués, bien intelligents, qui évoluent très rapidement avec ces concepts parce qu'ils comprennent que c'est dans leurs mains, qu'ils ne sont pas dans l'impuissance, qu'ils peuvent agir. Mais tant qu'on croit qu'on est dans l'impuissance, et ça c'est la faute, je dirais, enfin j'aime pas ce mot, mais c'est pas la faute, mais c'est causé par la science, qui nous dit, qui prétend qu'elle a des réponses à tout et qu'elle sait toujours mieux que vous. Moi, je peux vous traiter. Vous avez un problème de comportement, d'addiction, de dépression. Ah, moi, j'ai la solution. Et les gens commencent à croire qu'ils n'y peuvent rien, que c'est un problème du domaine de la science. C'est pas un problème du domaine de la science, c'est un problème existentiel. Et là, c'est Sartre, essentiellement, qui dit, vous êtes condamné à être libre. Je dis pas, je ne dis pas, je n'ai pas dit et je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui ont des maladies. Hein. Il y a des personnes qui ont des maladies. Mais je vous laisse deviner, la plupart, disons, si on prend 100 personnes qui ne savent pas danser le tango, combien de ces personnes auront une maladie des muscles? Aucune. Aucune, c'est peut-être exagéré, peut-être une ou deux, mais la plupart des gens ne savent pas danser le tango, pas parce qu'ils ont un problème au niveau des muscles, mais parce qu'ils n'ont pas appris, c'est tout. Et danser le tango, c'est pour moi, c'est l'image de l'art de vivre. L'art de vivre, c'est danser avec la vie. C'est danser avec les événements. Ah, c'est beau ça. Et danser, ça, il faut l'apprendre. Et si on ne sait pas danser, c'est pas parce qu'on a une maladie, mais parce qu'on n'a pas appris dans 99% des cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui ont des maladies. Oui. Mais la plupart des gens qui ont des problèmes existentiels et pas des problèmes médicaux. C'est le titre de votre livre, ça, Danser avec la vie. Oui, en effet, en effet, en effet. Et c'est cette même image que j'utilise. Et c'est à ça que j'ai presque consacré toute ma vie, si j'ose dire, à faire entrer cette idée que la plupart des gens qui ont des problèmes, dont j'ai été, hein, j'ai été en dépression très longtemps, hein, c'est Ça pas me les rassure. médicaments qui m'ont, Rassure. Pardon? Bon, ben, un grand merci, docteur, hein, pour toutes ces...
Ça, c'était vraiment très, très beau, là. Ces réflexions, toutes ces... Vraiment. Après, l'enjeu, c'est d'appliquer. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Première tout à chose, fait, comprendre. Deuxième chose, appliquer. tout à fait, tout à fait. Et ça veut dire essentiellement faire de la sagesse que moi je partage avec vous, en faire votre sagesse. Ça veut dire l'ingérer, l'incorporer, la digérer, vous l'approprier. Mais pour faire ça, il faut d'abord être convaincu. Il faut d'abord que j'arrive à vous convaincre que c'est vraiment une approche utile et bénéfique. C'est très cohérent, en tout cas. Ouais. Ça, c'est une première approche. Enfin, un premier pas, c'est de vous dire, c'est de comprendre, oui, c'est possible. C'est cohérent, comme vous dites. Hein, c'est quand même un récit cohérent. Donc, c'est peut-être que c'est vrai. Ça pourrait être vrai. Et puis de vous dire, oui, ça marche ça marche pour des personnes, et puis de dire, ça pourrait marcher pour moi. Moi, je veux l'appliquer dans ma vie. Et puis de prendre cette décision, qui est une décision vers le bien-être aussi, hein, parce que c'est un bien-être adulte, c'est pas obtenir ce qu'on veut, ça c'est le bien-être de l'enfant, mais c'est un pas d'adulte dont vous pouvez être fier. Et ça, c'est vraiment le bien-être de l'adulte, de savoir qu'on a bien fait. Oui, c'est le bonheur de l'adulte. Vous savez très bien, éduquer des enfants, c'est pas toujours un plaisir, mais c'est quand même un bonheur parce qu'on s'en félicite, qu'on a bien fait. Et ça, c'est le bonheur. Un bonheur, une vie dont on peut se dire, j'ai bien fait. Ça, c'est le bonheur. On a souvent des doutes quand on élève des enfants. On a souvent des doutes et ça, c'est inhérent à la vie. Parce que justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de science. En science, on n'a pas de doute. On sait. Mais dans l'existence, il est plein de doutes parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas prédire, justement. C'est pour ça que l'existence de l'être humain est plus difficile, mais aussi plus gratifiant et plus humain. Ça, c'est l'essentiel d'être humain. C'est la liberté. Il n'y a pas de prescription scientifique pour mener sa vie, ni pour éduquer des enfants, ni pour réussir une relation, parce que ce sont des aventures existentielles. Je vais vous envoyer mon amie, Dr. Bax. Ah oui? Elle pourrait bénéficier de tout ça. Mais elle peut bénéficier de votre enseignement aussi. Ah, je pense que je suis bien moins convaincante que vous, malheureusement. Voilà. Est-ce que Jamila est encore là? Oui, oui, je suis là. D'accord, d'accord. Non, on ne te voit plus. Non, mais il fait noir. Attends, je vais remettre l'écran en... Voilà, je suis là, mais il fait noir. Tu es tombée dans une profonde dépression. Non, je suis épuisée, vraiment épuisée. En dépression, je le suis un peu aussi. Hein. Non, je plaisante, mais je suis épuisée. Ça a été difficile ces 2 derniers jours d'audience. Mais sinon, tout va bien. Juste, j'ai besoin d'un petit peu de sommeil. Mylène a toujours la main levée, mais c'est une main levée. Oui. Ah oui. Une main levée qui appartient. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Si vous réfléchissez bien sur ces 3 ingrédients, réfléchissez-y, ces 3 ingrédients du bien-être et leur inverse qui sont les ingrédients de la dépression. Ouais. Et qui ne sont pas des suites d'une dépression, pas des conséquences. Ils sont l'essence même. Ils sont le cœur, si vous voulez, de la dépression. La cause, soi-disant. Pardon?
elles sont la cause de la dépression, si vous voulez. J'aime pas trop le mot cause ici. Ah ouais. Je préfère le mot ingrédient. Ok. Parce que, vous savez, c'est différent, parce que je dirais, la farine n'est pas la cause du pain, mais la farine est un ingrédient du pain. Voilà, j'ai compris. Ouais, ouais. Okay. Je suis très prudent avec le mot cause, parce que le mot cause a un sens scientifique, en science. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans un schéma précédent, le comportement humain n'a pas de cause, mais a un but. Cet enfant qui se roule par terre, il n'y a pas de cause. Mais c'est parce qu'il a un désir. Et déjà, le mot désir est un mot qui n'apparaît pas dans le langage scientifique. La science ne connaît pas de désir. La science ne connaît effectivement que des causes et des conséquences. C'est une science causale, c'est une approche causale. L'être humain n'est pas un être causal, mais est un être de désir et de sagesse. Deux termes qui sont du domaine de la philosophie, pas de la science. Et donc, si vous les retournez de nouveau, et c'est pour ça que ce schéma est si intéressant, finalement, je trouve, plein d'enseignements, si vous retournez de nouveau, vous avez les ingrédients du bien-être. L'enchantement, l'empowerment, la mise en pouvoir et le sens de la vie. Si vous voulez augmenter votre bien-être, bien concentrez-vous sur ces ingrédients qui ne sont pas des causes, mais des ingrédients. On pourrait parler de ça la fois prochaine, peut-être, de comment augmenter ces… Oui, très bien, très bien. Ça me ferait plaisir et ça m'intéresserait d'avoir votre retour parce que j'ai de nouveau donné une conférence ici, mais ça, c'est pas tellement le on en a besoin. On en a besoin aussi, oui, sinon mais on n'avance pas. J'ai donné, j'ai partagé, j'ai pas donné, mais j'ai partagé l'essentiel, je pense. Oui. Évidemment, dans les grandes lignes, on peut entrer en détail à volonté, mais dans les grandes lignes, je crois que j'ai partagé l'essentiel en insistant bien sur comprendre la logique des choses. Il y a une logique de la souffrance comme il y a une logique du bien-être. Et ça, c'est essentiel de comprendre ça. C'est super, c'était super aujourd'hui, Dr. Bach. C'est toujours super, mais là, cette fois-ci, comme si ça m'a touché encore plus que les autres fois. Je pense qu'en fait, c'est parce que tu intègres davantage de choses que ça te… Je pense que ça va sans doute. Oui, tout à fait. Je pense, hein. Non, tu as raison. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on a encore plus apprécié. C'est tu as davantage intégré de choses et tu touches davantage, enfin, tu arrives à… Tu ressens davantage les choses. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que c'était juste plus passionnant, plus intéressant. Mais je pense que tu commences à vraiment l'intégrer. Oui. Bon, on va en rester là. Je vais arrêter mon écran. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On ne peut que vous remercier. Mais vous savez, c'est un plaisir de faire du bien. Hein? Ça fait du bien de faire du bien. Exactement. Exactement. Ça fait du bien. On se sent bien quand on fait du bien. Exactement. Oui, c'est ce que je dis depuis des années. Oui. Et Jamila, on est un bon exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'en ai testé, ça me fait énormément de bien de voir les sourires, enfin de voir des sourires, de voir que ça aide des gens. Enfin, le fait que l'association soit là, qu'on puisse aider autant de personnes, moi, ça me fait le plus grand bien. Vraiment, ça me